C'est vraiment un honneur pour moi de le recevoir. Peut-être que vous le connaissez, Victor Dixen, qui est le fameux auteur de la saga Phobos. Peut-être que vous le connaissez pour ça. Et en fait, il fait aussi de la bande dessinée maintenant. Donc, on va le recevoir tout bientôt. Hein. C'est un scénariste, écrivain français qui vit aux États-Unis. Voilà. T'inquiète pas, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Et on va le recevoir, on va lui poser des questions. Je sais que vous aviez hâte de cette interview, en particulier vraiment parce que son travail est très salué et par le public et par la critique. Donc ça va être très chouette. On va pouvoir Pardon, je pensais qu'il y avait eu un souci avec le trépied, mais tout va bien. On va pouvoir échanger ensemble. Victor Dixen, vas-y, tu peux t'asseoir juste à côté de moi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'elle est chic, cette petite veste sans manches. Merci, ouais. Et puis là, on a chaud dans le festival. Donc, mais ici, il fait plus frais, tu trouves pas? C'est vrai qu'il y a un microclimat, c'est assez agréable. Je vais rester plus longtemps finalement. Un microclimat dans cette salle où on reçoit des auteurs et des autrices pour parler de leur œuvre, bien sûr. Victor Dixen, franchement, tu es un peu une star dans le chat. Ils sont tous trop contents. Et en plus, je pense que je projette parce que moi aussi, je suis très contente, je suis très fan de ton travail. Du coup, je suis honorée de te recevoir aujourd'hui. Tu es scénariste, écrivain français. Tu vis aux États-Unis. Là, tu viens des États-Unis, du coup? Oui, je suis en France. Alors, je ne viens pas uniquement pour ça, mais on s'est dit qu'Angoulême, ça calait bien avec les dates. Et voilà, je suis ravi parce que ça fait longtemps que j'avais envie de venir à Angoulême. Et là, c'est l'occasion. C'est ma première. Et voilà, c'est merveilleux. C'est ta première? Première fois à Angoulême, ouais. Ah, mais incroyable. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Raconte. Eh ben, c'est la folie. Il y a tellement de sites à voir. Alors, le seul regret, c'est que si j'aurais pas le temps de tout voir en une fois, ça donne envie de revenir. Et puis là, la bulle du livre, j'y suis arrivé. La bulle des bulles. Comment on appelle ça? Le monde des bulles. Le monde des bulles, voilà. Ça me fait penser un peu à Montreuil. En fait, je sais pas si tu es déjà allé au Salon du Livre de Montreuil. Alors, non, je crois que j'y suis jamais allée. Pourquoi? C'est un peu pareil? Ouais, c'est le Salon du Livre Jeunesse. En fait, c'est le plus gros en France. Je crois que c'est le plus gros en Europe. Et voilà, c'est un peu une fête de l'imaginaire. On sait plus où donner de la tête. Et c'est un peu l'impression que j'ai ici aussi. Alors, toi, tu es l'auteur des séries incroyables, hyper connues et plébiscitées comme Phobos, Animal ou Vampiria. On te connaît beaucoup pour ça. Et puis maintenant, tu es aussi auteur de bande dessinée, en fait. D'ailleurs, je tiens à vous dire que vous pouvez faire ! Licornier au pluriel dans le chat pour gagner le tome 1 des Licorniers. Voilà, exactement. Présentation produit. Présentation produit, n'hésitez pas. En vrai, tu peux la laisser là comme ça. De toute façon, Hicham, il fera des super plan, tu verras, ça va être trop bien. Donc, ! Licornier au pluriel. Et à la fin de notre interview avec Victor Dixen, on fera le tirage au sort et vous pourrez peut-être remporter ce tome 1. Donc là, on va se concentrer plutôt sur les Licorniers parce que c'est ta dernière sortie. Mais évidemment, il y a aussi Phobos qui est sorti chez Glénat également. On va en parler quand même un petit peu parce que moi, je suis particulièrement fan de Phobos, donc j'avais évidemment envie de te poser des questions sur ce sujet. Les Licorniers, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, non, même pas? C'est sorti en fin août, donc effectivement, voilà, il y a moins de 6 mois. Voilà, c'est ça. Et de quoi ça parle, les Licorniers? Raconte-nous. Alors, les Licorniers, ça parle de licorne, bien sûr, on le voit sur la couverture. Il y a 2 grandes inspirations. J'ai le temps de m'étaler un peu, là? Alors oui, complètement, tu as le temps de t'étaler, mais n'hésite pas. Moi, en tant qu'auteur, j'aime bien tourner autour des créatures imaginaires qui peuplent notre imaginaire depuis longtemps et en donner une version un peu inattendue. Je l'ai fait avec les vampires dans Vampiria, on en parlait tout à l'heure. La licorne, ce qui m'intéresse, c'est que aujourd'hui, quand on pense licorne, on pense licorne arc-en-ciel, mon petit poney, quelque chose d'assez édulcoré. Mais quand on remonte aux bestiaires médiévaux, vraiment au grimoire du Moyen-Âge, la licorne, c'était l'animal censé être le plus dangereux de la création. Plus dangereux encore que le lion, les plus preux chevaliers ne pouvaient pas le vaincre. C'était le symbole vraiment de la puissance et de la différence, un animal unique. Et j'ai eu envie de retourner à cette licorne médiévale pour en faire le symbole de la différence d'adolescents qui ont du mal à trouver leur place dans la société et qui vont passer dans un monde magique pour apprivoiser leur licorne puissante et revenir dans le monde réel plus fort en assumant justement leurs différences. Ça, c'est la première inspiration. La deuxième inspiration, c'est au niveau du world building. Et là, je vais demander à la caméra d'aller sur les gardes de la BD. Au début, voilà, pour qu'on voit un petit peu cette carte qui est le terrain de jeu des Licorniers. C'est parti d'une impression que j'appellerais le blues du dimanche soir, que j'avais quand j'étais plus jeune, qu'on garde souvent étant adulte. Quand le week-end touche à sa fin, on aimerait bien jouer les prolongations. Je me suis dit peut-être
qu'on se souvient qu'il y a très longtemps, la semaine comptait 8 jours et qu'il y avait un 8e jour magique qui venait prolonger le week-end, le jour de Fatidi. Alors malheureusement, ce jour a quitté le calendrier. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore y accéder entre la dernière seconde du dimanche soir et la première du lundi matin. Si on réussit à se glisser dans ce passage très étroit, on va arriver au jour de Fatidi, qui n'est plus dans le temps mais dans l'espace. C'est devenu une île. On y arrive par la mer de minuit. Et vous voyez, chaque heure de cette journée, c'est devenu une région. Donc la région d'1h du matin, qui est éternellement dans la nuit. 2h du matin, on passe par le gouffre de l'insomnie. Et plus on s'approche du milieu de cette île, plus le soleil se lève, jusqu'à la capitale de Roche-Flamme, sur le pic du Zénith, où il est éternellement midi. Ce royaume magique est contrôlé par une reine maléfique, la reine Zenithia. Je suis trop dedans là. Elle veut asservir toutes les créatures magiques. Les seules qui résistent encore, vous l'avez deviné, ce sont les licornes. Et voilà, comme c'est l'histoire après commence à partir de là. Ah mais c'est incroyable et justement tu m'as devancé, j'avais une question sur ça, sur cet univers que tu as créé. Le temps s'écoule différemment dans ce royaume de magie, de sortilèges, les cycles jour-nuit sont différents, tu viens de l'expliquer de toute façon, tu as inventé cet univers de A à Z, c'est fou. Moi j'ai trouvé ça passionnant et en fait à quel point tu as apprécié placer des codes, placer des lores, une autre façon, on a du mal à s'imaginer que le temps puisse s'écouler différemment, qu'il y ait un jour supplémentaire, c'est quand même assez disruptif. Bah ça, c'est la magie de la fantaisie, c'est-à-dire qu'on casse les codes et on imagine un monde différent et il n'y a pas de limite en fait à ce qu'on peut imaginer comme auteur, il faut juste qu'il y ait une cohérence. Une fois qu'on a créé un monde, un world building, il faut que les choses soient cohérentes au sein de ce monde-là. Je me suis dit que si on était dans un monde de Fatidi où il n'y a plus de jour-nuit, hein, tu l'as dit, en fait chaque heure est devenue une région, donc c'est géographique, il fallait trouver un autre moyen de mesurer le temps. On ne peut plus avoir d'horloge, de montre, donc ça marche avec des sabliers. Les habitants de ce monde retournent des sabliers d'une minute, d'une heure, d'une journée. Parce qu'il y a des endroits où il fait tout le temps jour, il y a des endroits où il fait tout le temps nuit. Comme tu l'as dit, c'est géographique en fait. C'est géographique, c'est ce concept de temps qui pour nous est chronologique, j'en ai fait un concept géographique. Et après ça donne des possibilités d'histoire sans limite. Moi, ce que j'adore dans la fantaisie, et c'est vrai aussi bien dans les BD que dans les romans, c'est que souvent, ça commence par une carte. Quand on ouvre un livre de fantaisie, il y a une carte, et l'imagination du lecteur, elle commence à travailler avant même de lire le premier mot du premier chapitre. On a envie d'explorer, parce que je pense qu'on a ça en nous, comme espèce humaine, cette envie d'explorer. On a envie d'explorer tous les recoins, et l'imagination part. Justement, on en parlait avec Julien Nil, que j'ai reçu vendredi pour visiter son exposition de Lou. Et en fait, il me disait pareil. Il me disait, moi, j'aime bien mettre des cartes, des vues isométriques, des coupes. Et il me disait, quand j'étais petit, j'adorais ça. Et moi aussi, quand j'étais petite, j'adorais ça. Et même, je jouais. Genre, par exemple, je pense que ça, quand j'étais enfant, j'aurais pu y jouer. J'aurais pu mettre des figurines, j'aurais pu les déplacer, j'aurais pu m'inventer des histoires. Et ça participe encore aujourd'hui, à l'âge adulte, à vraiment l'immersion, la compréhension d'un univers. Donc, en vrai, j'allais dire complexe pour la fantaisie. Là, dans Les Licorniers, c'est vraiment très accessible. Et puis, tu l'expliques très bien. Et ça permet vraiment de se projeter et de se sentir très impliqué, je trouve. Alors c'est marrant ce que tu me dis parce que hier j'étais en dédicace là dans l'espace jeunesse et il y a justement une jeune lectrice qui m'a dit on dirait un plateau de jeu et on a envie de mettre des pions dessus, donc c'est exactement comme ah non, ce que mais moi tu quand disais. j'étais petite, ça tu me mets ça me durait une après-midi hein, franchement, et je pense que dans le chat il y en a plein qui sont comme moi et ça fait vraiment fonctionner l'imagination, j'adore, c'est super. Avec Phobos, on partait pour une histoire de science-fiction dans l'espace. Les Licorniers sont écrits dans un univers fantasy, on vient de le dire justement. Qu'est-ce que tu aimes explorer dans ces deux genres bien connus ? Alors c'est vrai qu'en tant que romancier et scénariste de BD, je suis à l'aise dans les territoires de l'imaginaire, c'est ça qui me plaît comme lecteur aussi. Et je vais soit vers le futur avec la science-fiction, soit vers des univers imaginaires, voilà, comme la fantaisie des Licorniers ou de Vampiria. Quand je fais de la science-fiction comme Phobos, c'est souvent l'actualité qui m'inspire. En fait, je regarde dans le présent ce que j'appellerais des signaux faibles, et c'est souvent la technologie qui crée ces signaux faibles. Et je pressens que ça va être très important pour notre avenir, et j'essaye d'imaginer ce que ça pourrait donner en se développant. Je l'ai fait sur l'intelligence artificielle avec Cogito, sur la crise écologique avec Extincta, dans Phobos. Quand j'ai commencé à l'écrire, le premier est paru en 2015, j'ai commencé à l'écrire en 2013, j'ai pris conscience de deux choses. D'une part, que la conquête spatiale repartait, qu'il y avait la même excitation aujourd'hui autour de Mars que ce qu'on a connu autour de la Lune dans les années 60, avec une grosse différence, c'est que c'était plus seulement les agences gouvernementales qui allaient booster la conquête spatiale, mais des capitaux privés, pour le meilleur et pour le pire. On pense à... Et surtout pour le pire dans Phobos. Et surtout pour le pire. Et aujourd'hui, la NASA ne fait plus ses propres lancements et sous-traite à SpaceX, donc la réalité a rattrapé la fiction.
Et l'autre chose dont j'ai pris conscience en 2013, et une fois encore en 10 ans, en 12 ans, ça n'a fait que s'accélérer, c'est le monde d'écran dans lequel on vit aujourd'hui, à travers nos téléréalités, nos réseaux sociaux, nos smartphones. On est tout le temps dans la représentation. Et c'est ça qui a donné l'idée de la première mission humaine vers Mars, qui est financée par une entreprise privée et qui est aussi la plus grande télé-réalité de tous les temps. Les astronautes sont filmés 24 heures sur 24. Ils ont 5 mois de voyage jusqu'à Mars pour créer les 6 premières familles de Mars à travers une espèce de dating spatial, un jeu de speed dating à bord de ce vaisseau. C'est justement ça qui m'a beaucoup attiré dans Phobos. Je me suis dit, mais en fait, le pitch, il donne tellement envie. Et au final, ça dénonce, c'est complexe comme univers dans lequel ces personnes évoluent. Et puis en plus, comme tu l'as dit, hein, pour le meilleur et pour le pire. Bon, en tout cas, j'ai vraiment adoré. À nouveau, dans les licorniers, la différence, en fait, tu fais référence à des nombreux contes. Par exemple, il y a Viviane, la Dame du Lac, il y a aussi La Belle au Bois dormant, c'est ma princesse préférée personnellement. Les Chevaliers de l'Apocalypse, il y a aussi Carabosse. Est-ce que c'est des contes qui ont bercé ton enfance et aujourd'hui t'en parles dans tes livres ? Alors moi, les contes, j'ai toujours adoré. Quand j'étais petit, avant même de savoir lire, je voulais qu'on me raconte toujours des contes. Et j'étais jamais rassasié de contes. Devenu adulte, j'ai continué à en lire. Ce qui est super avec les contes, c'est que ça paraît très simple en surface. Et en fait, il y a tellement de sens qu'on peut les lire et les relire. On en rapporte toujours des perles. Et on peut aussi les projeter dans d'autres époques, les tordre, les réemboîter différemment. Ils sont tellement forts, ces histoires, que ça continue de résonner. Alors j'ai écrit des retellings de contes, notamment ma série Animal, où je tournais autour du conte de Boucle d'Or et celui de la Reine des Neiges. Dans Les Licorniers, c'est aussi le moyen pour moi de convoquer ces contes qui sont tellement importants, notamment La Belle au Bois dormant, parce qu'on sait que La Belle au Bois dormant, la princesse Aurore, elle se pique le doigt, elle s'endort pour un siècle. Donc déjà, il est question de temps qui s'arrête. Ça résonnait bien avec mon univers de jours arrêtés dans le temps et dans l'espace. Donc effectivement, sans déflorer le sujet, le conte de La Belle au Bois dormant est au centre de l'histoire des licorniers et de cet univers. Et j'étais absolument ravie, hein, vu que je le répète, c'est ma princesse préférée, j'étais trop contente. Dans Les Licorniers, la différence, le fait de ne pas rentrer dans le moule, etc., c'est pas du tout présenté comme une faiblesse. C'est pas abordé de manière péjorative. Il y a d'ailleurs 4 vertus à maîtriser qui représentent les 4 tomes des Licorniers. Là, c'est le premier que vous êtes en train de voir à la caméra, justement. Les 3 autres tomes sont à apparaître. Et il y a aussi 4 personnages emblématiques, un par bande dessinée. C'était un sujet qui te tenait à cœur d'aborder ces valeurs et puis, dans un premier temps, le fait de ne pas rentrer dans le moule, d'être différent. Moi, je suis persuadé que nos différences sont nos richesses. Et c'est en les assumant qu'on peut être pleinement soi et aussi contribuer à la société en apportant justement quelque chose de nouveau, de neuf. Or, souvent à l'adolescence, moi je l'ai connu, il y en a beaucoup qui le connaissent, on a une pression sociale pour rentrer dans le moule, pour pas sortir du rang, pour pas se démarquer. Donc on a tendance à cacher nos différences, à pas les assumer et c'est très dommage. Je pense qu'un des défis de l'adolescence, c'est de devenir pleinement soi-même pour devenir ensuite un adulte accompli. Et en ça, la licorne, pour moi, c'est vraiment un symbole très fort. Apprivoiser sa licorne, c'est finalement assumer ses différences, en faire des forces et rayonner avec dans le monde. Il y a un proverbe en anglais que j'ai traduit dans la BD qui exprime bien cela. C'est quand on dit de quelqu'un effectivement il sort du lot, il a ce petit truc différent, ce petit truc en plus, on dit « It's a unicorn in a field of horses ». Être une licorne dans un champ de chevaux. Et c'est un peu le cas de mon héroïne Romy dans le tome 1. Hein, c'est une jeune fille très originale, très créative, qui coud ses propres vêtements. Et bien sûr, dans un pensionnat comme celui de Cornelius, où on doit porter l'uniforme, elle dénote. Et elle en souffre au début. En passant même par le monde. Ne serait-ce que même par son physique, quoi. Sa couleur de cheveux, alors que c'est ses cheveux naturels, on lui demande de les cager. Voilà, et c'est vrai que je me suis dit, ça c'est la force de la BD, qui est un média visuel, ça permet tout de suite de montrer la spécificité d'un personnage avec ses cheveux qui sont bicolores, hein, une partie blonde, une partie rousse, c'est ses cheveux naturels, ça exprime son originalité, on lui demande de couvrir ça. Finalement, c'est un symbole, hein, on lui demande de couvrir sa personnalité. Complètement. Est-ce que tu penses, à l'aide par exemple des licorniers ici, est-ce que tu penses que tu as un rôle à jouer auprès d'un jeune lectorat concernant la transmission de ces valeurs ? Alors, j'écris pas pour faire des romans à thèse ou transmettre un message. J'aime bien écrire pour poser des questions et laisser après le lecteur se positionner. Je pense qu'il y a quand même, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nos différences sont nos forces. C'est ce que j'essaye d'exprimer dans la BD et j'espère que c'est la conclusion à laquelle arriveront les lecteurs et les lectrices, mais je leur laisse le soin de choisir. Et chez Glénat, on en a parlé, tu publies aussi Phobos, qui est adapté de ta saga science-fiction vraiment à succès. Comment on fait pour adapter un roman
en bande dessinée? Est-ce qu'on travaille par exemple avec des choix scénaristiques? Je pense à des ellipses. Comment t'as fait? Alors, Phobos, c'est un peu particulier parce que le roman lui-même est assez proche de la BD au sens où je l'ai écrit comme un script de cinéma. Comme il est question de télé-réalité, il y a du champ, hors-champ, des angles de caméra, un découpage vraiment comme un script de cinéma. Et la BD, c'est aussi très proche du cinéma. Quand on fait une planche de BD, c'est comme un storyboard de film. D'ailleurs, on utilise le même vocabulaire quand on parle avec un dessinateur. On parle de cadrage, de valeur de plan. Donc finalement, la translation, la traduction du roman Phobos en BD a été assez naturelle. Après, effectivement, il y a la question des ellipses. Et là, on s'est posé la question avec l'éditeur, avec le dessinateur, et je me suis dit qu'on allait faire 2 albums par roman pour justement avoir le moins d'ellipses possible et coller au maximum à la trame narrative des romans. Donc il n'y a pas tellement d'ellipses dans l'adaptation en BD. Mais c'est impressionnant parce que moi, je me dis, il y a eu cette saga, elle a eu son succès. Elle a rencontré ses lecteurs. Comment on fait pour pas décevoir le public sur l'idée qu'il se faisait de tel ou tel personnage? Tu sais, quand on lit un roman, on se projette, on imagine les personnages, mais à quoi ils peuvent bien ressembler, on imagine les décors. Et là, en fait, ça y est, tu as annoncé, voilà à quoi il ressemble. En tout cas, dans cette version adaptée de la bande dessinée, bien évidemment, les gens, j'imagine, peuvent s'imaginer le physique de leur choix. Mais pour autant, tu as posé, ça y est, le décor. Et on a un visage pour tous ces personnages que tu présentes. Est-ce que c'était une pression pour toi ? Alors c'est vrai que tu fais bien de dire dans cette version, toute adaptation est une trahison quelque part, mais en même temps l'opportunité de recréer une œuvre. Et c'est comme un casting de film, hein. Je reviens à ce parallèle entre BD et bande dessinée. C'est comme si on avait casté des acteurs pour tous les personnages, il y a un visage qui s'est figé. Alors effectivement, il y a toute une phase de character design entre le dessinateur et moi, où il ébauchait des portraits. Moi je disais, moi je verrais plutôt comme ça, lui il voit plutôt comme ça, et finalement ça a figé les visages des personnages. Quand je rencontre ensuite en dédicace des lecteurs et des lectrices qui ont lu les romans et qui découvrent la BD, certains disent c'est exactement ce que j'imaginais, d'autres se disent j'imaginais un peu différemment, mais c'est comme pour un film finalement. Ce qui m'amène d'ailleurs à la question de la série télé, parce que ça fait plusieurs années qu'on est en train sur la production de la série télé Phobos. Incroyable. Qui sera une série animée a priori, et ça sera une fois encore une recréation, donc qui sera différente des romans, différente de la BD sans doute aussi, et voilà, d'autres différents visages de la même œuvre. Parce que oui, je me suis rendu compte que je les ai pas du tout crédités vu que je suis que avec toi aujourd'hui. Mais en fait, c'est Eduardo Francisco qui a fait les 2 premiers tomes et le 3e tome, c'est Maria Francesca Perfirano, c'est ça. Merci, désolée, je vois pas très bien, j'ai pas mes lunettes en plus. Et pour les licorniers, c'est Gloria Marino qui est au dessin. Voilà, ça c'est pour les crédits des co-auteurs, des dessinateurs de ces bandes dessinées. Et c'est quoi, du coup, avec le format bande dessinée, c'est quoi l'avantage de la transposer en bande dessinée? Parce que là, tu as dit, bon, voilà, on l'a dit, c'est dans cette version. C'est quoi l'avantage du format BD? Alors il y a plein. Moi, je suis grand lecteur de BD depuis toujours, donc quand l'occasion s'est présentée de devenir scénariste, j'ai sauté dessus. Je trouve que la BD a une force incroyable. C'est de nous plonger tout de suite dans l'histoire. Autant un roman, il faut plusieurs pages pour rentrer dedans, surtout Phobos, hein, il y a 12 personnages principaux, c'est un cadre assez complexe, donc il faut quelques dizaines de pages avant de rentrer dedans. Dans la BD, on a tout de suite un visage sur les personnages, on est tout de suite dans le feu de l'action, on enchaîne plus facilement. Et il y a pas mal de lecteurs qui ne lisaient pas trop de romans, qui ont accroché à Phobos via la BD. L'autre point que j'aime bien dans la BD, je reviens aux ellipses, tu en parlais tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'ellipses par rapport à la trame du roman, mais il y a quand même des ellipses entre les cases. Et ça, c'est la force du média BD, c'est que l'imagination du lecteur, elle va peupler l'espace blanc entre les cases pour compléter les actions. Finalement, une BD, c'est des images fixes, c'est comme des shots de la vie. Donc à la différence d'un film où tout s'accélère, c'est tellement de shots, tellement rapproché qu'on a l'impression qu'il y a une continuité. Dans la BD, c'est vraiment des images fixes. Et l'imagination du lecteur va faire le lien d'une case à l'autre et peupler justement ce qui s'est passé d'une case à l'autre. Et ça, quand on fait une adaptation d'un roman en BD, il faut avoir ça présent en tête. Mais en plus, tu disais que Phobos, tu l'avais déjà écrit un peu comme si c'était de la télé, parce qu'en plus de ça, il y a de la télé-réalité, enfin pas de la télé, mais genre du film, tant d'un point de vue découpage qu'au scénario. Du coup, c'est ce qui a facilité son adaptation au format bande dessinée. Est-ce que du coup, tu penses que ça va faciliter cette série qui va arriver bientôt ? Alors c'est possible, je pense que le producteur et le réalisateur s'inspirent à la fois du roman et vont regarder bien sûr aussi la bande dessinée. C'est trop tôt encore pour le dire. Dans quelle mesure ça va emprunter à la BD,
par rapport au roman, mais c'est vrai que c'est un outil important pour le réalisateur et le producteur. Je rappelle que vous pouvez gagner le premier tome des Licorniers en faisant point d'exclamation Licornier au pluriel dans le chat. N'hésitez pas, le tirage au sort se fera à la fin de notre interview avec Victor Dixen, l'auteur, bien évidemment. Et alors, du coup, excuse-moi si tu l'as dit, mais la série dont tu parles, c'est une série qui est animée ou c'est une série-série? Ça sera une série animée. Alors, voilà. le producteur avait pris l'option pour les deux et ils ont décidé que ça sera animé. Et toi, tu en penses quoi de ce choix? Je pense déjà la BD c'est presque de l'animation, donc ouais. c'est vrai que je pense qu'on vit un âge d'or de l'animation actuellement avec des séries comme Arcane par exemple. T'as aimé Arcane? Ouais, j'ai adoré. Moi aussi j'ai adoré. À la fois le propos puis la qualité de production quoi. Ah vraiment c'est fou. C'est indéniable quoi, c'est magnifique. Ça fait exploser et je pense qu'en même temps il y a plein de codes d'Arcane qui viennent du jeu vidéo bien sûr mais aussi de la BD. Je pense qu'il y a plein d'idées. Enfin vraiment on vit aussi un âge d'or de la BD actuellement. Il y a une profusion de création, de style, d'histoire et de l'animation. Donc je pense que on est dans le monde de l'image, quoi, dessiné, et c'est un bon moment pour avoir une adaptation sous forme animée. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais justement, toi qui es, désolé, ça sort un petit peu du contexte de notre interview de base, mais en parlant d'Arcane, toi qui es très bon d'un point de vue scénario et j'aime beaucoup comment tu poses le décor, etc. Tu trouves pas qu'au début de la saison 2, il y avait un petit flou scénaristique et que je trouvais que c'était pas si bien écrit avec le recul? Alors je trouve que bon, c'est très foisonnant Arcane, hein. C'est quand même très 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 dense, donc il faut s'accrocher pour suivre. Et surtout la saison 2, c'est vrai que d'un point de vue purement cohérence narrative, j'ai trouvé que la saison 1 était mieux tenue que la saison 2. Là, c'est comme s'ils avaient voulu faire 2 saisons en une pour la deuxième. Ouais, ça se ressent beaucoup. Bah, je suis contente d'avoir l'avis de l'expert parce que Expert, je sais pas, mais en tout cas spectateur. Non, mais si. Et puis toi, en tant que scénariste, tu regardes les œuvres avec un autre œil. Donc, je trouvais ça très intéressant. On l'a déjà dit, hein, Phobos, c'est de la science-fiction. Comment toi, tu as procédé pour tes références, pour tes recherches? Parce que en fait, c'est pas de la hard science-fiction. La hard science-fiction, c'est quand c'est vraiment ça colle exactement à comment ça se passerait dans la vraie vie. Et d'ailleurs, j'en ai fait parce que j'ai fait un JDR, un jeu de rôle, en partenariat commercial avec le CNES. Et en fait, ils sont vraiment très, très, très à cheval. Et du coup, le JDR, il y avait aucune prise de fantasy ou quoi que ce soit. Donc là, évidemment, c'est pas de la hard science-fiction, mais pour autant, il y a un univers qui est riche et fourmillant et tu as forcément dû te renseigner. Comment tu as fait? Alors il y a une grande part quand on est scénariste ou romancier, une grande part de recherche, ça fait partie du travail, parce que quand on part dans l'imaginaire, si la base de recherche est solide, finalement l'univers va être crédible et le lecteur va y croire, le temps de la lecture. Phobos, au sein de la science-fiction, c'est ce qu'on appellerait de l'anticipation. Ça se passe dans quelques dizaines d'années, donc c'est très collé à notre présent. On n'est pas comme Star Wars dans une galaxie far far away, c'est réaliste, et je voulais que ça tienne la route d'un point de vue scientifique. Donc j'ai fait pas mal de recherches de ce point de vue, j'ai interrogé des astrophysiciens, des spécialistes de la NASA, pour que ça tienne la route. La petite satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, Phobos, ça figure dans la liste de lecture officielle de Ariane Group, donc la fusée Ariane. C'est vrai? Voilà, comme étant, alors ils ont dit, ça représente bien le quotidien des astronautes. Donc je me suis dit, j'ai bien fait mon boulot. Mais non. Mais ça m'a donné des sueurs froides parce qu'il y a notamment il y a un point, je ne sais pas si tu te souviens, c'est la latence de communication. Oui, exactement. Il y a des messages qui sont envoyés avec vous le recevrez dans 4 minutes, vous le recevrez dans... Et plus il s'éloigne, plus il y a de la latence? Exactement, parce qu'en fait, l'information peut circuler au maximum à la vitesse de la lumière si on la fait circuler par laser, ce qui est le cas entre le laser qui est sur le vaisseau et la Terre. Et donc, il fallait que je calcule dans chaque chapitre le temps d'éloignement entre la Terre et le vaisseau, et ensuite, quand ils sont sur Mars, entre la Terre et Mars, sachant que les planètes n'arrêtent pas de bouger les unes par rapport aux autres. Donc, et ça peut avoir un impact énorme sur le scénario, parce que quand on est dans une situation de tension, allô Houston, on a un problème, si la réponse nous parvient en 10 minutes ou en 2 heures, ça change complètement les choses. Et à un moment donné, je me souviens dans l'écriture du premier draft, je m'étais complètement planté dans mes calculs, donc j'ai dû tout réécrire après avoir recalculé la bonne latence de communication. Donc, voilà. Il met de sa personne. Hein. Franchement, c'est quelqu'un de dévoué quand même. Mais oui, parce qu'en plus, sans spoiler le récit, parce que vraiment, je vous invite à lire Phobos, c'est vraiment excellent. À un moment donné, il est même question de... En fait, alors je veux pas spoiler, mais tu vois, il y a des timings à calculer et puis combien il y a de nourriture. Est-ce qu'on va pouvoir survivre? Et tout ça, en fait, c'est des choses que tu as dû prendre en compte, forcément.
Complètement, parce que ça fait partie des ressorts dramatiques. Alors, on a parlé, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure de Phobos, comme ce speed dating dans l'espace. Donc il y a un petit côté romance, il y a un côté science-fiction, on en a parlé aussi avec le côté science-fiction basé sur la vraie science. Et puis il y a un côté thriller. Parce que la base vers laquelle les 12 astronautes ont été envoyés n'est pas viable. Ça, on l'apprend dès le début de la BD, dès le début du roman. La production a décidé de lancer cette mission vers Mars, malgré tout, pour faire le maximum d'argent avec la pub, avant de partir dans la nature avec la caisse. Il les envoie au charbon, quoi. Il les envoie complètement à la mort. Donc c'est sûr que le côté thriller, c'était important de savoir combien d'oxygène ils avaient pour survivre, combien de nourriture. Là où la science m'a aidé, finalement, au niveau du côté tragédie, c'est qu'aujourd'hui, on a la capacité d'envoyer des gens sur Mars, mais pas de les faire revenir. Une fois qu'on est dans le puits gravitationnel de Mars, la gravité est trop forte pour un voyage retour. Donc mes astronautes, ils savaient qu'ils allaient en aller simple. Ils ont signé pour terminer leur vie sur Mars. Ce qu'on leur a caché, effectivement, c'était même pas dans les petites clauses en bas, c'est que la base n'est pas viable à l'arrivée. Et c'est bien pour ça que je vous invite à le lire, parce que c'est beaucoup de suspense et on va se demander ce qui va leur arriver. En plus, on s'attache énormément aux personnages, évidemment. Merci beaucoup. C'était passionnant. On arrive déjà à la fin de notre interview. Merci Victor Dixen. Merci infiniment. C'était super agréable de parler avec toi. Et en plus de ça, le chat, il était vraiment très passionné. Ils sont très impressionnés par tout cet univers que tu arrives à créer et à mettre en place. Et puis moi aussi, ils te remercient et ils t'envoient des cœurs. Ah bah merci, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Super. Ça défile vite en plus. S'il y en a qui sont à Angoulême, alors je suis en dédicace sur le stand Glénat de 13h à 15h aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous passer. Je serai avec Gloria, la dessinatrice, qui fera des super dédicaces dessinées. Donc voilà, jusqu'à 15h. Très bien. Alors je pense que le tirage au sort va avoir lieu. Point d'exclamation Licornier au pluriel pour gagner le tome 1. Et puis la suite à venir, il y a encore 3 tomes à paraître. Voilà. Et le tome 2 des Licorniers va paraître à la fin de l'été, en août. Ah voilà. Super. Bon j'ai trop hâte. J'ai déjà super hâte de le lire. Merci beaucoup, Victor. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Bye.